J'avais cette ambition de me dire je peux devenir millionnaire à l'âge de 30 ans. Ouais. C'était la façon la plus simple et la plus logique d'être libre. D'être libre. Or, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas et donc j'ai un peu abandonné ce rêve-là. Ma boîte, je l'ai revendue 300 000 euros. D'accord. On était deux, plus des actionnaires dedans. Et du coup, au final, moi, je me suis retrouvé avec 70 000 euros. C'est la première fois que j'avais de l'argent, parce que j'ai toujours tout réinvesti en fait dans ma structure. J'ai créé mon blog de voyage et je suis parti aux quatre coins du monde pour réaliser mes rêves. I see the sign. Hey. I see the sign. Hey. I see the sign. Hey, Lord, time drawing nigh. This sign of the judgment. Hey. This sign of the judgment. Hey. This sign of the judgment. Hey, Lord, time drawing nigh. Sign in the fig tree. Hey. Sign in the fig tree. Hey. Sign in the fig tree. Hey, Lord, time drawing nigh. Loose horse in the valley. Hey. Loose horse in the valley. Hey. Loose horse in the valley. Salut Captain Rémi. Déjà, je suis hyper content de te rencontrer. Je suis hyper content d'être là avec toi parce que tu fais des vidéos assez incroyables. Captain Rémi, donc c'est ton... Captain, c'est pas ton nom de famille. Non, effectivement, c'est un nom de scène, Capitaine Rémi. Moi, je m'appelle Rémi Le Calvez. D'accord. Et j'ai créé un personnage qui s'appelle Capitaine Rémi. Captain Rémi, qui est pour prendre en commande, enfin tu deviens capitaine de ta propre vie, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça l'histoire. J'ai décidé d'être le capitaine de ma vie. Donc c'était il y a 3 ans que j'ai créé mon blog de voyage et je suis parti aux quatre coins du monde pour réaliser mes rêves. D'accord. Et du coup, tu as été interviewé par TF1, BFM, RTBF, France 3, Le Parisien, Direct Matin, 20 minutes et Le Move. Ouais. Pourquoi accepter de faire une interview avec moi du coup? Parce que, alors, c'est des interviews qui sont complètement différentes. Moi, l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir aussi communiquer et de pouvoir transmettre ce que j'ai appris de par mes voyages, de par mes expériences, de par la revente de ma start-up, etc., etc. D'accord. Et là, c'est une interview longue aussi où on a le temps de discuter. D'aller au fond des sujets. C'est ça. D'accord. Et du coup, tu as quel âge? J'ai 31 ans. 31 ans. Ouais. Et est-ce que tu es millionnaire du coup? Pas du tout. Parce que c'était ton objectif à 30 ans d'être millionnaire, je crois. C'est ce que ça. tu as dit quand tu avais 25 ans, c'était ton objectif. Ouais. Non mais c'est vrai, mon objectif. Non mais j'avais cette ambition de me dire je peux devenir millionnaire à l'âge de 30 ans. Ouais. Et c'est pour ça qu'à l'âge de 23 ans, j'ai créé ma première start-up, ma première boîte. J'y ai cru vraiment dur comme fer et au final, il y a un moment où je me suis dit, en fait, c'est pas ça que je recherche, c'est pas d'avoir de l'argent que je recherche, c'est plus d'être libre et de faire ce que je veux dans ma vie. De ton temps. De mon temps. Et du coup, pour moi, avoir de l'argent, c'était la façon la plus simple et la plus logique d'être libre. D'être libre. Or, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas et donc j'ai un peu abandonné ce rêve-là. Quand tu dis quand même que tu as atteint 2% de cet objectif-là, ce qui représente, j'ai fait mon calcul, 200 000 euros. Ouais. Mais tu as revendu ta boîte 50 000 euros. Donc 150 000 euros, c'est quoi? C'est dans les paradis fiscaux ou... Alors, moi, j'ai revendu ma boîte, je l'ai revendue 300 000 euros. D'accord. Sauf que on était deux, plus des actionnaires dedans. Ensuite, il y a l'État qui prend pas mal de parts. Et du coup, au final, moi, je me suis retrouvé avec 70 000 euros. D'accord. Donc, et ça, c'était il y a exactement 3 ans. D'accord. Ce qui t'a permis de voyager, du coup, enfin de faire d'autres projets par la suite. Ah, voilà, moi j'ai revendu ma boîte et l'objectif c'est la première fois que j'avais de l'argent parce que j'ai toujours tout réinvesti en fait dans ma structure. J'avais des employés, des bureaux, j'avais pas mal de charges et c'est la première fois en fait où j'avais à m'occuper de rien si ce n'est que de moi. Et du coup je me suis dit ok bah prends ce temps, prends du recul, pars faire ce que tu as envie de faire, donc pars voyager et on verra bien où ça va t'emmener. Du coup, tu gérais un site web d'un demi-million d'étudiants chaque mois, c'est ça. Comment était venue cette idée-là de créer ce site web-là? En gros, quand j'étais étudiant, j'ai rencontré un tas d'autres étudiants qui étaient en difficulté pour savoir que faire après le bac. D'accord. Et je trouvais que l'information que sur les grandes écoles, sur les écoles de commerce, les écoles d'art, écoles d'ingénieurs, etc., n'était pas
réunis au même endroit. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des avis d'anciens étudiants ou d'étudiants actuels. Parce que c'est ça, pour moi, c'est comme ça que je vais prendre ma décision. Et du coup, l'idée, c'était tout simple, c'était de dire, je vais faire un site internet et je vais réunir que des témoignages d'étudiants sur ce site-là. Et du coup, tu as monté cette boîte-là avec des associés. Comment tu as fait pour les rencontrer? C'était des élèves, des camarades de classe? Donc j'avais un associé, on était tous les deux cofondateurs et c'était mon cousin Michael Pinaton. D'accord. Donc, comme on a vu dans des vidéos sur ta chaîne YouTube. C'est ça. D'accord. Parce qu'on a tous les deux la même passion, c'est le voyage aussi. D'accord. Mais étant étudiant, on s'était dit pourquoi pas se lancer dans ce business-là. Nous, l'objectif derrière, c'était de se dire on va lancer un site internet pour avoir des revenus passifs. C'était vraiment l'objectif de se dire il y a des revenus tous les mois qui vont rentrer automatiquement et qui vont nous permettre de vivre libre et de choisir ce qu'on fait. Non, la première année, j'avais un travail à côté et à partir du moment où on gagnait 500 €. Suffisamment, tu as switché sur quelque chose d'autre. Voilà, j'ai fait ça à 100%. Il me restait, j'avais 5 000 € d'économie et je suis parti en Australie en mode je vais faire mon site depuis l'Australie. Et j'ai fait ça et au bout de 6 mois, j'arrivais à gagner 1 000 € par mois et c'était suffisant pour vivre. D'accord, du coup, tu as choisi l'Australie parce que c'était pas cher de vivre là-bas ou non, ou c'était juste parce que tu avais envie d'aller là-haut? Ouais, j'avais rencontré une Australienne et je suis parti vivre avec elle là-bas. Ok. Du coup, pour arriver à passer de SMIC à toucher un salaire de 1 800 € net, ce que tu as déclaré sur Medium, tu gérais une boîte de 10 personnes. Pour arriver à ça, est-ce que tu t'es fait coacher? Est-ce que vous vous êtes fait aider? Ou est-ce que tu as tout appris par toi-même? Alors, en fait, la 3e année, avec Michael, on arrivait à générer suffisamment de revenus pour pouvoir en vivre. On était à 1 500 € chacun net. Mais on avait envie d'aller plus loin. En fait, l'objectif, c'était de se dire... millionnaire. Ouais, non, mais vraiment, c'était ça l'objectif, se dire, on est en train de passer à côté de quelque chose parce qu'on était en train de mettre moins d'énergie dans ce projet-là. Et on s'était dit, est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre les bouchées doubles? Et donc, on est tous les deux rentrés à Paris parce qu'on était tous les deux en voyage. On faisait du digital nomadisme intermittent. Le terme n'existait pas déjà à l'époque. Exactement. Et pour le coup, on est tous les deux rentrés à Paris. On a passé des castings dans des accélérateurs, des incubateurs. C'est du coaching intensif pendant 4 mois. On n'est pas il n'y a pas de locaux mis à disposition. Mais il y a un coaching. Et c'est-à-dire que c'est un soutien. C'est un soutien psychologique. Ça fait vachement du bien parce que il y a des gens qui ont fait des millions qui te disent comment faut faire ou que c'est possible, qui te disent que ça va marcher ton truc, qui croient en toi surtout. En fait, ils viennent de placer leur pion dans ton projet. Et du coup, ils ont mis de l'argent dedans, non? Ils mettent aussi de l'argent, et donc ils mettent une somme de 10 000 €. C'était pour après, dans le capital, ils prennent généralement entre 5 et 15% du capital. Ça va dépendre vraiment d'où tu en es dans ta boîte. Et moi, ce coaching, j'avais des doutes au début. Parce que tu as plein de questions, tu te dis est-ce que ça va vraiment apporter une valeur ajoutée? Est-ce que tu fais une bêtise? Est-ce que je fais une bêtise? Parce que 10%, pour notre cas c'était 10%, ça nous semblait vraiment gros, même si on était encore petit, ça nous semblait gros. Mais au final, ça apporte aussi un réseau. Et ça c'est hyper important, et puis ça apporte une écoute. Tu peux gérer une entreprise en voyageant, alors tu confirmes que c'est possible de gérer ou de faire grossir une entreprise en voyageant? Par ton expérience, c'est possible? Je l'ai fait pendant 1 an et demi. J'étais à l'étranger, j'ai pas mis le pied en France. Et c'est à ce moment-là où l'entreprise a vraiment augmenté. Donc elle a plus augmenté quand tu n'étais pas pas présent pour l'entreprise, quoi. En tout cas, on n'avait pas de clients. Moi, je m'occupais de la partie développement web, marketing, référencement, design, etc. Donc, j'avais pas besoin de rencontrer des clients. Donc, c'était vraiment pas un problème que je sois à l'étranger pour gérer ça. L'important, en gros, c'est que le job il soit fait. Exactement. À un moment donné, tu as décidé de créer ta chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est passé comment cette décision de créer ta chaîne YouTube? Comment tu as réussi à poster ta première vidéo? Parce que généralement, c'est ça, le cap, c'est de réussir à mettre sa tête. Est-ce que pour moi, en fait, j'ai fait d'abord un podcast avant de publier une vidéo. Toi, comment tu as fait pour publier une vidéo? Est-ce que tu l'as balancé, tu as dit on verra bien ou comment ça s'est passé pour ouvrir justement cette chaîne YouTube-là?
je pars du principe que tant qu'on fait pas les choses, on ne saura jamais. Ouais. Et qu'il faut absolument, si on veut être bon dans quelque chose, il faut commencer par le faire et oser le faire. Et moi, enfin, Capitaine Rémi, c'est vraiment ça la base, c'est de me dire, je vais me lancer, faire des défis au bout du monde, quel qu'il soit. Et faire des vidéos, parler à la caméra, pour moi, c'était un défi. Et je me suis dit, je vais le faire, je veux faire ça. Et je veux apprendre à parler à une caméra, je veux apprendre à monter une vidéo, je veux apprendre à communiquer. Et la seule manière de le faire... C'est de commencer. Ouais. Et du coup, pourquoi la vidéo, c'est quelque chose... Tu penses que la vidéo, c'est essentiel à notre époque ou pourquoi pas autre chose, quoi? Ah ouais, mais en fait... non mais c'est un truc de... Ça fait 3 ans que je fais ça. Et pour le coup, là, je suis en train d'accélérer vraiment le rythme sur les vidéos parce que j'ai passé beaucoup de temps aussi à écrire des articles de blog. J'ai écrit un livre. Ça prend beaucoup de temps et les gens, en fait, consomment beaucoup moins ce genre de médias que la vidéo. La vidéo, c'est hyper important aussi pour l'image de marque. Les gens, en fait, te voient. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on voit quelqu'un. Ils peuvent limite te toucher, quoi. Ouais, non, mais on a l'impression d'être avec la personne quand c'est en vidéo. Quand c'est par écrit, c'est moins. C'est froid. C'est moins le cas. Ouais, la relation est froide, quoi, quelque part. Ce que tu montres contribue à l'histoire. Tu montres pas juste voilà, j'ai été là ou. Tu racontes une histoire à chaque fois. Moi, ça m'intéresse pas de montrer Rémi en vacances. Non, mais vraiment, c'est les vacances de Rémi. Les vacances de Captain Rémi, ça intéresse pas grand monde. Ce qui intéresse, c'est les galères de Captain Rémi, c'est comment il a surmonté telle épreuve. C'est ça en fait. Comme quand on regarde une série Game of Thrones ou quoi, c'est vraiment on essaye de voir l'intrigue qu'il y a, quoi. Il faut absolument raconter quelque chose. Faire que des belles images, je suis pas assez bon en fait pour faire que des belles images. Du coup, tu as traversé l'Atlantique sur un tout petit bateau avec 3 personnes que tu connaissais pas. Yes. Déjà, pourquoi pourquoi aller sur un tout petit bateau avec 3 personnes que tu connais pas? Encore une fois, c'est l'idée de la zone de confort. Moi, j'aime bien aller dans des univers que je connais absolument pas parce que je vais apprendre énormément très rapidement. La voile, pour moi, c'était l'inconnu complet et j'avais envie, cette idée un jour de traverser l'Atlantique sur un voilier. Je sais pas pourquoi, c'était dans mes rêves, dans mes fantasmes peut-être, et j'ai eu cette opportunité. J'ai répondu à des petites annonces sur Internet et un capitaine m'a dit « Ok, on peut te prendre sur mon bateau ». Et moi, j'ai pas hésité une seule seconde. C'était une opportunité en or et j'y suis allé sans plus de peur que ça, sans aucune appréhension. Pour moi, il y avait rien peut se passer en fait. Je vais juste être sur un bateau avec 3 inconnus. Au pire, ça se passe mal, mais qu'est-ce que je vais en apprendre de ça? D'accord. Du coup, c'est un peu le moment promo parce que du coup, tu as fait un livre de cette expérience-là. En fait, tu as rencontré ces gens-là juste en mettant un message sur Internet en disant je veux participer à une traversée. Il y a quelqu'un qui t'a répondu. C'est exactement ça. La bourse aux équipiers, il y a des annonces. Ah oui, d'accord. Il y a des annonces, j'ai répondu, le mec m'a dit oui. 3 semaines plus tard, je le rejoignais en Martinique. Je rencontrais ce capitaine-là, son fils et l'autre équipier. Et on est monté sur leur bateau, c'était un bateau de 10,80 m de long. Et on a traversé l'Atlantique pendant 35 jours, donc ça a été très 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 long. Là, tu as découvert le mal de mer? J'ai découvert le mal de mer. Je peux vous dire que c'est horrible. C'est horrible. Enfin, je sais pas si je vais remettre les pieds sur un bateau rien qu'à cause de ça. Mais après 48 heures, je me suis accommodé. Et là, j'ai pu vraiment apprécier l'expérience. D'accord. J'ai tellement de choses à dire sur cette traversée de l'Atlantique. Du coup, tu en as écrit un bouquin. Du coup, j'en ai écrit. Et puis, tu as fait des vidéos aussi sur ta chaîne YouTube de cette. Parce que tu avais commencé ta chaîne YouTube avant cette expérience-là. C'est ça. Ouais. Mais j'ai fait une web série sur la traversée de l'Atlantique et ça a très très bien marché. Ça a beaucoup touché les gens parce que j'explique vraiment avec un regard d'insouciant et de néophyte ce que ça peut être une traversée de l'Atlantique. Ouais. Et hop. Ça, là, ça y est, t'es déguisé en Captain Rémi. C'est moi. D'accord. D'ailleurs, en parlant d'image, tu dis avoir une vie qui fait rêver ça relève pas de la chance. C'est un peu ce que tu fais sur ta chaîne YouTube finalement, c'est que tu montres une vie qui fait rêver mais que finalement ça relève pas de la chance parce que tu as déjà tout préparé. Passer sur TF1 déguisé en Père Noël, est-ce que ça relève de la chance ou pas alors du coup?
Ou est-ce que c'est quelque chose qui était préparé, voulu pour passer sur TF1? La chance, ça se provoque. C'est-à-dire que là, quand j'ai fait Paris-Laponie en autostop déguisé en Père Noël, pendant une semaine, j'avais préparé mon plan de communication. J'avais envoyé des emails à tous les journalistes de France, enfin tous ceux que j'ai trouvés, mais en gros, je connais personne, donc c'est sur Twitter, par email, de vraiment contacter. J'ai eu 0 retour, mais vraiment 0 retour. J'étais complètement démuni et le jour J, je me suis dit, moi, c'est pas grave, je vais partir. J'ai fait un événement pour mon départ où je me suis dit, on se rejoint à 9h, place de la Concorde. J'y suis allé, j'étais tout seul. Non mais j'étais tout seul à mon événement. Enfin, j'étais tout seul. Bon bah j'ai mis mon déguisement de Père Noël. J'avais ma pancarte pôle Nord et je me suis dit bah c'est pas grave. De toute façon je vais y aller au pôle Nord. On verra s'il y a des médias qui s'intéressent. J'avais mes caméras. On verra si des médias s'intéressent à moi. Je pense que mon histoire est unique. Parce que j'avais réfléchi pour que ça soit quelque chose qui se communique très facilement. C'était la période de Noël. En plus. Et là, le hasard, le destin, je sais pas, mais la première voiture qui s'arrête devant moi, c'est des journalistes de TF1 qui me demandent mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là avec mon déguisement de Père Noël. Et là tu dis t'as pas reçu mon mail. Ouais voilà. Et je leur dis je vais au pôle Nord en autostop. Et les mecs ils hallucinent, ils me disent vas-y monte dans la voiture, on te dépose à Porte-Maillot. Et puis là on a le temps de discuter, ils me disent est-ce qu'on peut faire un 2 minutes sur toi dans le JT, est-ce que ça t'intéresse? Et je suis là, oui, pourquoi pas. Donc ouais, l'opportunité, je l'ai créée grâce à ça. Du coup, tu as pris goût à passer à la télé. Je crois qu'on va te voir à la télé bientôt sur TF1, non? Ouais. En 2018. C'est pour quel événement? En gros, je suis parti faire le tour du Sri Lanka en tuk-tuk. D'accord. Et donc il y a TF1 qui a décidé de me suivre pour faire un reportage sur le métier de aventurier, blogueur, voyageur. Et c'était très très chouette à faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un réalisateur, caméraman qui nous a suivis, ma copine et moi, pendant 2 semaines de voyage. D'accord. Du coup, il y aura un reportage complet sur toi ouais. qui va durer... Qui va durer 20 minutes sur TF1. Ouais. Ok, bon, on va programmer les enregistreurs pour, Il faut, ouais. pour ça. Et ça, encore une fois, c'est vraiment parce que je suis passé une première fois. C'est vraiment des échelons, en fait. Je construis mon avenir. Je sais que ça prend du temps, mais en passant une première fois à la télé ou en passant dans un journal, potentiellement, d'autres personnes vont entendre parler de moi. Et si tu as entendu parler de moi, c'est peut-être parce que j'ai fait Paris-Bruxelles en Vélib et que je suis passé dans Direct Matin. Mais en gros, c'est au fur et à mesure. Tu poses des briques qui te permettent de monter. Tu fais pas directement le défi qui est tout en haut. J'aimerais bien, mais en fait, il est tellement inaccessible que pour moi, ma seule manière, c'est d'y aller pas après pas. Ouais. Du coup, où est-ce que les gens vont pour te trouver, pour trouver ton aventure? Comment ils font? Capitaine Rémi sur Facebook, Instagram et YouTube. Sur YouTube, et puis ton livre, du coup, est-ce qu'il est disponible sur Amazon? Mon livre, Et si je traversais l'Atlantique en voilier, disponible sur Amazon, sur mon site internet capitaineremy.com. D'accord. Bon, je mettrai un lien en description pour aller voir tout ça. Super. Je te remercie en tout cas de cette interview, c'était super instructif. Merci à toi. Je te dis à très bientôt. Yes. Salut. Salut. Vous pouvez retrouver gratuitement cette conversation dans son intégralité et bien d'autres en cliquant sur le lien en description. Des conversations pleines de clés pour améliorer vos projets ou votre entreprise. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut.